Selon les théories sur la rétrocausalité, le futur pourrait influencer notre présent. Si tel est le cas, nos rêves, nos intuitions et les coïncidences peuvent être vus comme les signes d'un dialogue entre notre conscience et le temps lui-même. Et il est vrai qu'il semble exister une réalité où la physique quantique rejoint les visions des chamans, où l'alchimie devient un art de vivre et de mourir autrement, un espace où le réel ne se limite plus à ce que l'on voit, mais s'élargit à différents mondes invisibles. Alors comment concevoir l'immortalité dans ce contexte? Eh bien, pour aborder cette grande question, je reçois deux explorateurs de la conscience, Remad Leterrier et Jocelyn Morisson. Le premier est chercheur, ethnobotaniste et conteur du subtil. Le second est journaliste scientifique, passé maître dans l'art de relier les idées. Ensemble, ils signent Le secret de la vie, un livre qui nous entraîne sur les sentiers de la rétrocausalité et des synchronicités, mais qui bouscule aussi, on va le voir ensemble, notre vision de l'éternité. Et si l'élixir de vie des alchimistes n'était pas une simple substance, mais un changement d'état, un changement de regard sur le temps lui-même? Voilà aussi une autre question qu'on va se poser ensemble aujourd'hui. Bienvenue à la croisée des mondes. On s'éveille entre science et spiritualité. On va parler de rétrocausalité, de synchronicité, d'alchimie et surtout du secret de la vie. Je suis Sébastien Lilly, cofondateur et directeur d'Inexploré, et je suis surtout ravi d'accueillir aujourd'hui Ronald Leterrier et Jocelyn Morisson. Bonjour les amis. Bonjour Sébastien. Genre, Alors, vous êtes les auteurs d'un nouveau livre, Le secret de la vie, grosse promesse. Le voici la couverture. Et l'idée maîtresse de ce livre, et d'ailleurs de vos derniers livres, c'est que notre conscience finalement et nos intentions modifient quelque part la ligne du temps, passé, présent, futur, avec des interactions du futur vers le présent, grâce à un phénomène de rétrocausalité. Mais cette hypothèse, elle ouvre aussi la voie à une nouvelle compréhension de la notion d'immortalité, d'éternité, et on va le découvrir ensemble aujourd'hui. Peut-être pour se mettre dans le bain, si je puis dire, comment on pourrait contextualiser et redéfinir, le concept même de rétrocausalité? Qui se lance? bah, je veux bien, commencer, puis Romuald complétera, mais, ce qui est intéressant aujourd'hui, on s'en aperçoit, c'est qu'en science, et en philosophie, mais ça touche aussi, les sciences humaines, la question du temps, c'est un peu une nouvelle frontière, quoi. On parlait, de la conscience comme le graal de la science, mais, la question du temps qui est liée de toute façon à celle de la conscience, c'est aussi, un questionnement fondamental en science et en philosophie, parce que les 2 sont liés évidemment. Et ces dernières décennies, la physique a exploré, la notion de matière et d'espace, en remettant en question des choses qui étaient perçues comme des certitudes, hein. Et on s'aperçoit que la question du temps elle-même, interroge énormément les physiciens et les philosophes des sciences. Et il y a beaucoup d'expériences récentes, notamment en physique quantique, dans lesquelles ce qu'on peut appeler donc une influence du futur sur le présent et en tout cas une grille de lecture qui est plausible, qui est techniquement recevable, même si, ça choque beaucoup, l'entendement et puis notre intuition, parce que notre expérience du temps, elle est ordinaire et on a vraiment la sensation que le temps passe. Donc il faut distinguer les aspects psychologiques des aspects, physiques, purement, voilà, physicalistes, matérialistes. Mais en tout cas, c'est une question aujourd'hui qui est sur la table et beaucoup d'expériences sont interprétées de cette façon-là, avec l'idée que le futur est déjà présent d'une certaine manière et est capable d'influencer rétroactivement donc des, phénomènes qui se passent dans le présent et même dans le passé. Donc en tout cas, la signification du temps comme quelque chose d'immuable et de fondamental est complètement remise en question et ça, il y a une forme de consensus qui émerge là-dessus. Le temps n'est plus quelque chose de fondamental, c'est quelque chose qui émerge de d'autres choses. Hein, on peut parler d'entropie et tout ça. Après, c'est des choses qui deviennent vite, techniques. Mais, en tout cas, on a plein de propositions, de temps à 3 dimensions, de temps qui est réfléchi, de 2 flèches du temps, enfin voilà. Donc c'est des choses sur lesquelles nous on s'appuie, on rentre pas dans des
considérations techniques dans le livre parce que c'est vite, voilà, difficile à digérer. Mais on peut s'appuyer en tout cas sur ces réflexions-là qui sont très, contemporaines et qui, voilà, qui promettent quand même des remises en question assez profondes, quoi, finalement, sur notre présence au monde et notre relation au temps en particulier. Quel impact ça a sur nos vies finalement, la rétrocausalité? Comment on peut la sentir, la percevoir, l'imaginer, Romuald? Alors justement, si tu veux, moi dans mon travail de recherche de terrain, hein, c'est en Amazonie que j'ai découvert ce principe de rétrocausalité avec un chaman qui s'appelait Don Ernesto. Mais au début, j'avais pas les grilles de lecture, si tu veux, pour comprendre les mécanismes de boucle temporelle que faisait sa conscience, en fait, par le biais de rêves, pour pouvoir, en fait, se renvoyer de l'information du futur à lui-même dans le passé, via les rêves. Donc ensuite, moi, quand je suis rentré de mon terrain d'Amazonie, quelques années plus tard, j'ai découvert, les travaux sur la rétrocausalité, les travaux de Costa de Beauregard notamment, qui était un Français qui a initié, si tu veux, ce concept de rétrocausalité. Et puis j'ai eu aussi la chance de rencontrer Philippe Guillemant qui lui, à cette époque, développait sa théorie de la double causalité. On est devenus amis, on a quand même pas mal travaillé sur ces notions d'interaction et d'influence, surtout du futur vers le présent et le passé. Et moi, tout de suite, j'ai commencé à faire des expériences, hein. À partir de 2013, j'ai commencé à essayer de créer des synchronicités et ça a été probant, si tu veux. Donc ensuite, je me suis dit: «Mais à quoi ça sert? Et surtout, est-ce que c'est reproductible? Est-ce que d'autres personnes que moi peuvent faire cette expérience?» Donc j'ai décidé de faire des ateliers expérimentaux où, il y a quand même pas mal de gens qui sont venus, qui ont expérimenté et qui ont réalisé aussi ces synchronicités et donc l'idée de faire ces boucles temporelles dont on va, je pense, reparler tout à l'heure plus en détail, avec sa propre conscience. Hein, et je me suis aussi posé la question de savoir: «Mais à quoi ça servait?» Alors aujourd'hui, je dirais que ce livre, Le secret de la vie, il est vraiment, en continuité, de se souvenir du futur et même de se souvenir de l'au-delà puisqu'on a abordé, en fait, ce champ d'investigation avec Jocelyn comme un puzzle et aujourd'hui, le puzzle nous amène à avoir une vue d'ensemble puisque pour moi, il est constitué et je comprends, en fait, que certainement, et ça, on en parlera après, que, la rétrocausalité a une influence épigénétique sur le corps et donc sur notre santé aussi vraisemblablement. Donc on peut peut-être en parler après dans une dimension holistique de la santé et aussi dans une idée d'essayer de pouvoir prévoir et d'avoir une action positive en accord avec la vie justement, en lien avec la destinée. Mais ça, je pense qu'on en parlera après. Ouais, on va en reparler bien sûr et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que la rétrocausalité, c'est devenu presque un principe métaphysique ou du moins une réflexion métaphysique avec des outils de transformation intérieure. Mais d'un point de vue scientifique, il y a aussi des expériences qui nous montrent que, voilà, c'est bel et bien quelque chose de concret et de réel. Je pense notamment à la physique quantique qui a fait voler en éclats la physique, classique, notamment avec la célèbre, expérience des fentes de Jung, qui sont bien connues, je pense, de notre audience, qui montrent qu'une particule se comporte à la fois comme une onde et à la fois comme enfin comme un électron, hein, ou un photon se comporte à la fois comme une onde et à la fois comme une particule. Lorsqu'on l'observe, elle crée, justement, une interférence, comme une onde et puis quand on tente de savoir par quelle fente elle est passée, elle agit comme une particule et finalement ça révèle un principe, assez fondamental de la physique quantique, à savoir l'acte de l'observation modifie le comportement de la réalité. Mais cette expérience, elle a été complétée, par, Wheeler, un physicien, qui justement nous montre que le futur aussi interagit dans cette histoire-là. Est-ce que, vous voulez peut-être nous parler de cette expérience à choix retardé du physicien Wheeler pour compléter justement ce regard sur les fentes de Jung? Je peux dire un mot d'introduction et Romuald, il a des éléments intéressants à rajouter, mais c'est ce qui se passe avec cette expérience, à choix retardé, c'est que c'est une expérience des formes de Jung, dans laquelle on peut modifier en cours de route les paramètres de l'expérience, en fait et on s'aperçoit que effectivement, si on cherche à savoir par quelle fente une particule passe, alors ça l'oblige à adopter le comportement d'un corpuscule, donc d'une petite particule matérielle et si on n'a pas cette information-là, elle se comporte comme une onde et en fait, elle interagit avec elle-même et on a ce qu'on appelle des figures d'interférence. Mais si on change en cours de route les paramètres de l'expérience, ça modifie le comportement de la particule alors qu'elle a déjà commencé son parcours dans le circuit, on peut dire et donc l'interprétation que font beaucoup de physiciens de cette expérience-là, c'est que ce sont les influences futures. En fait, le fait qu'on modifie ensuite les conditions d'expérience qui rétroagissent sur
comportement de la particule depuis le début, en fait, de l'expérience. C'est-à-dire que ça rétroagit sur son comportement depuis, le lancement de la particule dans un circuit, électronique avec à double fente. Donc, c'est complètement, magique, bien sûr, hein, pour beaucoup de gens, il y a d'autres façons d'interpréter ça. Ceux qui en tout cas, qui refusent de remettre en cause, le principe d'un temps linéaire, d'une flèche du temps immuable et cetera, ont du mal à accepter, cette possibilité-là. Mais, c'est tout à fait recevable en tout cas, en termes d'interprétation, que de dire que c'est l'état futur de la particule qui influence son comportement passé. Voilà, et ça, c'est des expériences qui ont, déjà pas mal de décennies et qui ont été refaites dans des conditions extrêmement rigoureuses, avec aujourd'hui, voilà, des fibres optiques et cetera, hein. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. En tout cas, il y a ce paradigme-là aujourd'hui en sciences et en physique, et on est obligé d'en tirer des conséquences aussi, sur le plan, philosophique, hein, forcément. Mais est-ce qu'on parle là, du coup, d'un futur, court terme ou est-ce que, finalement, cette flèche du temps, elle va aussi, très, très loin? Parce que là, l'expérience, finalement, nous montre que c'est dans un temps relativement limité qu'il y a une interaction entre le futur et le présent, mais jusqu'où peuvent, aller les conclusions, justement, sur la rétrocausalité? Ouais, bah, je vais laisser la parole à Romuald là-dessus, mais effectivement, une fois qu'on est dans le futur, de toute façon, il y a plus de limite après, ça peut être très, très loin, hein. Oui, et alors, puisqu'on parle de physique et de rétrocausalité, pour moi, il y a quand même des cas qui a prouvé que la rétrocausalité de façon indéniable, puisque ça a même été repris et publié par l'université de Princeton. C'est les travaux du docteur René Péoc qui a fait une expérience. On parle souvent de ses poussins et de son tachyscope, mais il y a une autre expérience qui est fabuleuse, c'est qu'en fait, ils ont filmé de façon complètement hermétique les déplacements aléatoires d'un petit robot, donc qui se déplaçait de façon aléatoire, et ces fichiers, en fait, de déplacement ont été complètement encapsulés quelque part, et donc à l'abri du regard, de l'observation et d'un choix pendant 6 mois. 6 mois après, on a sélectionné au hasard des observateurs, on leur a demandé de faire un choix, des choix, on va dire même, avant d'ouvrir le fichier et de regarder en fait, ce qui avait été filmé 6 mois avant dans le passé de façon autonome et aléatoire. On a demandé à ces personnes de faire des choix sur les directions du robot. Quand on leur a montré ensuite, à eux seuls, le fichier qui était, fermé, inobservé depuis 6 mois, quand on leur a montré en fait ce fichier, à hauteur de plus de 80, les déplacements correspondaient aux choix qu'ils venaient de faire dans le futur, et en observant depuis le futur, donc 6 mois, ça rétroagissait sur les déplacements aléatoires du petit robot, 6 mois avant. Donc cette influence, elle a été clairement prouvée, hein, on le sait statistiquement, ça a été publié à Princeton. C'est une expérience qui est un peu passée sous les radars, mais qui est une expérience fascinante parce qu'elle montre qu'un observateur dans le futur peut agir sur un dispositif aléatoire dans le passé, et là sur une taille de 6 mois. Ernesto, lui, dans sa pratique chamanique, il arrivait à s'envoyer des informations sur plus de 3 à 4 ans, voire même à 10 ans depuis le futur vers le passé. Donc les boucles, en fait, de rétroaction, on va dire qu'elles peuvent se faire sur des laps de temps qui sont très courts, mais aussi vraisemblablement très, très longues. Voilà. Mmh. Et j'imagine que dans ce contexte, ça bouleverse aussi notre rapport à la mémoire puisque, on a toujours le sentiment de pouvoir se souvenir du passé, mais là, quelque part, on peut aussi se souvenir du futur. C'est de ça dont tu parles aussi en parlant des boucles temporelles, c'est-à-dire qu'on peut interagir avec notre futur et capter aussi des informations du futur ou réaligner finalement notre propre ligne du temps. Comment, comment naviguer là-dedans, et comment, comment dire? Appréhender la notion de libre arbitre, de destin aussi? Parce qu'on a du mal à s'y retrouver, parce que si finalement le futur est quelque influence le présent, ça veut dire que le futur est déjà écrit et ça peut être assez bouleversant. Oui, alors, c'est souvent une question qu'on me pose dans mes ateliers, et des fois ça fait peur aussi aux gens. L'idée de se dire de conscientiser en fait, notre vie, parce que quelque part là, on vit un peu au hasard. Quand ce hasard il n'est pas conscientisé, nos lignes de vie, elles se déplacent au hasard et aussi au hasard des autres. Et quand on commence à conscientiser en fait cette relation à la temporalité, j'aime pas la notion de contrôle, c'est pas du tout le cas. Il y a une mise en fait en syntonie, on va dire, en synchronie entre ses intentions, ses désirs et le flux du temps qui au final colle avec le mécanisme de la vie. Le mécanisme de la vie, on en parlera peut-être après, mais nous on comprend qu'il est basé sur la rétrocausalité en fait. La dynamique vivante
est basé sur la rétrocausalité. Et donc les gens, quand ils commencent à conscientiser qu'ils peuvent avoir une action sur leur destin, là, on va dire qu'il y a vraiment justement, le libre arbitre, il est présent plus que jamais. Plus que si vous vivez votre vie un peu au hasard, au hasard des autres, au hasard d'une destinée qui n'est pas conscientisée, en fait. Donc c'est très intéressant parce que du coup, avec ces outils qu'on met en place, qu'on développe, dont on parle aussi dans le livre, c'est qu'il y a une mise, on va dire, en résonance entre, la dynamique profonde du vivant et les objectifs de vie qu'on peut se fixer pour soi-même et les désirs de vie qu'on peut avoir, hein. C'est-à-dire le bien-être, essayer d'être en bonne santé, être heureux. C'est un peu des choses qui sont, aujourd'hui tout le monde parle de ça, c'est un peu le graal de chacun d'essayer d'avoir ces réalités, en fait. Mais elles s'inscrivent, quand on en est conscient, par le biais de l'utilisation de la rétrocausalité de façon régulière, hein. C'est-à-dire, ça doit devenir aussi une pratique, hein, eh bien, effectivement, on se rend compte que, ça modifie, la destinée puisqu'il y a on va dire que si pour prendre une métaphore, c'est comme s'il y avait un bateau qui naviguait tout seul, qu'il y avait personne à la barre et là, il y a quelqu'un qui remonte sur le pont, qui reprend la barre et qui peut, heu, un peu comme le fameux compas de Jack Sparrow dans dans le Pirates des Caraïbes, il y a un compas qui va vers ce dont on a envie d'aller, voilà et ça, c'est quand même un outil, absolument extraordinaire. C'est une question de lucidité presque, plus que de contrôle, et effectivement, ça peut changer nos vies. Alors, plongeons, dans le vif du sujet, dans la quête de l'immortalité, puisque si la ligne du temps n'est pas celle que l'on croit et que l'on imagine, eh bien, se posent aussi des questions sur ce sujet, et on sait évidemment que depuis l'homme se sait mortel, hein, il est angoissé par sa propre, disparition, et il rêve d'immortalité. On le voit aujourd'hui avec le transhumanisme qui promet, quelque part une immortalité technologique. Bon, c'est à se demander si, cette éternité-là pourrait pas, ressembler à un vaste enfer, mais bon, ce qui nous intéresse, c'est de se questionner sur les mythes anciens aussi et sur l'alchimie qui nous parle d'immortalité. Est-ce que dans ces mythes et dans ces travaux-là, on parle d'exploits biologiques ou est-ce qu'on parle de processus de conscience et lequel? Comment justement vous voyez la notion d'immortalité dans cette vision, plus extraordinaire de la conscience? Ouais, je veux bien commencer là-dessus parce que j'ai fait un premier chapitre effectivement, qui explore, les mythes et les traditions qui nous parlent d'immortalité, d'éternelle jeunesse et cetera. Si tu permets Sébastien, juste un mot sur, la question d'avant, sur la notion de libre arbitre et de futur déjà réalisé. Moi, ma façon de le comprendre, hein, et c'est une compréhension qui est en continu, hein, qui est pas figée évidemment, c'est, la proposition effectivement qu'a fait Philippe Guillemont d'un espace-temps, flexible, hein. C'est-à-dire qu'on a des futurs, à chaque instant qui sont possibles. On a plusieurs futurs superposés comme en état quantique, si on prend cette métaphore-là, et on a un futur plus probable que d'autres et l'idée, c'est d'attirer à soi son futur le plus souhaitable, disons. Donc c'est là où c'est lié effectivement à nos intentions et notre libre arbitre, il agit à ce niveau-là, dans le fait qu'on doit poser des intentions, faire des choix, dans nos relations, dans nos choix de vie en général, pour attirer à nous ce meilleur futur. Alors, est-ce que c'est déjà quelque chose qui fait partie d'un destin ou pas? Ça reste une question, en suspens. Mais en tout cas, notre futur, même s'il est déjà déployé, il n'est pas forcément figé. C'est ça, l'idée force quand même, qu'a introduite aussi, Philippe dans ses réflexions. Ce futur-là, il peut changer. Donc voilà. Sur la question des mythes, alors c'est fascinant parce que j'ai exploré effectivement, ces traditions-là. On a ça dans les traditions orientales, de l'hindouisme, du bouddhisme, du taoïsme. On a ça dans les traditions ésotériques occidentales. On a ça, voilà, dans toutes sortes de traditions chez les Grecs, bien sûr, avec les écoles à mystère et cetera. C'est fascinant parce qu'en fait, depuis que l'homme, se sait mortel, il est en quête d'immortalité finalement, parce qu'il y a une espèce de peur de la disparition, il y a une peur voilà, de ne pas exister, et on s'aperçoit que en fait, le projet, entre guillemets, «transhumaniste», qui est lui aussi un mythe, mais que certains neurologues qualifient pour leur part d'une fable, en fait, hein. C'est une fable métaphysique pour certains, neuroscientifiques que je cite dans le livre d'ailleurs, hein. Donc il ne faut pas se laisser non plus, voilà, simplement, embrigader par ce discours techno, futuriste qui est aussi, assez effrayant pour une part et puis qui est très élitiste aussi, hein. Et c'est en tout cas la prolongation de ces mythes d'immortalité et d'éternelle jeunesse qui sont liés, hein. On a,
le mythe de la fontaine de jouvence et cetera, les élixirs d'immortalité, les élixirs d'éternelle jeunesse et cetera. Ça, on retrouve ça partout. Donc aujourd'hui, ça a pris cette forme-là. Donc il y a, ce projet transhumanisme, mais il y a aussi, une autre dimension qui est intéressante, et qu'on a explorée aussi dans le livre, qui est les progrès quand même extraordinaires de la médecine régénérative. Hein, et là, on s'aperçoit qu'il y a des promesses tout de même incroyables aujourd'hui, en labo qui sont au stade de la recherche donc, hein, qui sont pas encore bien sûr, disponibles pour les patients, mais on est capable de faire, rajeunir des cellules, et donc potentiellement des tissus et donc des organes. À partir d'une cellule de peau d'un centenaire, on obtient une cellule souche qui redevient une cellule, pluripotente, donc capable de devenir n'importe quelle autre cellule du corps parce qu'elle a l'information génétique dans son ADN, et donc on fait des choses en laboratoire qui sont stupéfiantes, soit en agissant sur l'intérieur de la cellule, soit en agissant sur son environnement, et ça, c'est intéressant parce qu'y compris son environnement électromagnétique, on est capable voilà, de reprogrammer, en fait, le comportement cellulaire. Donc là, il y a des promesses, de régénération des tissus et donc de l'organisme tout entier qui sont absolument incroyables. Mais dans les mythes, effectivement, on distingue, l'immortalité, matérielle, c'est-à-dire du corps, effectivement, et l'immortalité de ce qui serait une âme ou un esprit selon les cas. Et on a, par exemple, une proposition d'immortalité du corps physique, véritablement, chez les taoïstes. Hein, et il y a des taoïstes qui étaient censés être, immortels. Il y a, voilà, dans les récits et les légendes, des personnages comme ça illustres qui ont été, déclarés comme immortels et qui vivaient 700 ans, 800 ans, mais qui finalement finissaient par s'ennuyer parce qu'il y a cette question philosophique derrière. À quoi vivre? À quoi bon vivre éternellement? Est-ce que justement la mort, c'est pas ce qui donne un sens à la vie, et cetera? Bon, il y a beaucoup de réflexions autour de ça qui sont hyper intéressantes. Donc là, en tout cas, il y a des cas où il y a une promesse d'immortalité du corps. Ça, c'est sûr. Mais sinon, le plus souvent, on parle quand même d'une immortalité de l'âme, et c'est intéressant aussi de savoir que l'immortalité de l'âme, c'est pas quelque chose qui est une donnée, dans les traditions, dans les religions du livre notamment, c'est quelque chose qui se gagne, en fait. L'âme est mortelle à la base. C'est pas forcément dans l'enseignement canonique aujourd'hui, du catholicisme notamment, hein. On vend une âme qui est immortelle par nature, mais en fait, selon les pères de l'Église et les premiers écrits, l'immortalité de l'âme se gagne par nos efforts et par nos vertus, et donc on a là aussi, un rôle du libre arbitre et de notre façon de nous impliquer, dans notre vie pour gagner cette immortalité, et voilà, et donc on a des recoupements dans toutes ces traditions qui sont fascinants, et on s'aperçoit qu'effectivement médecine régénérative et transhumanisme ne sont que le prolongement de ça, mais sur un terrain strictement, scientifique, physicaliste, matérialiste. Alors que nous, avec Romuald, on explore ce que tu as appelé toi-même, la croisée des mondes, hein, c'est peut-être c'est même le titre du podcast, je sais pas, mais cette notion de croisée des mondes, elle est hyper importante pour nous parce que on s'aperçoit qu'il y a aussi une dimension invisible dans laquelle il y a de la magie, et justement la rétrocausalité et ces notions-là, elles font partie de ces interfaces entre ces différents mondes. Et on a aujourd'hui des anthropologues aussi, des gens extrêmement sérieux en sciences humaines, qui nous disent qu'il faut prendre au sérieux et qu'il faut prendre parfois même au pied de la lettre ces autres réalités. Et bien sûr, on sait que les peuples premiers notamment, sont pris aujourd'hui en exemple. On revisite un peu leur vision du monde, leur cosmogonie, et cetera, parce qu'eux, ils ont cette vision de l'interpénétration du visible et de l'invisible qui est omniprésente, en fait, qui fait partie de leur existence. Les esprits sont là, les lieux ont un esprit, et on peut communiquer avec les esprits, des morts ou les esprits de la nature, et y compris, pour des choses qui se déroulent hors du temps et hors de l'espace. Donc on doit prendre en compte aussi tous ces récits-là, et on s'aperçoit, et moi ça me rassure beaucoup, que beaucoup d'anthropologues aujourd'hui, d'ethnologues, prennent ces récits au sérieux et ne les considèrent plus simplement comme des métaphores. Mmh. Dans ce contexte-là, comment tu vois l'immortalité, Romuald, toi qui as étudié, la rétrocausalité en détail et aussi, les peuples racines? Alors déjà d'un point de vue biologique, parce que ça c'est intéressant de se dire, là, on a souvent une idée fausse, on dit souvent: «Mais la finalité de la vie, c'est la mort». En termes de biologie, on a découvert ces dernières années, beaucoup d'espèces animales qui défient la mort et qui sont, immortelles. On a une espèce de méduse, dans les Caraïbes qui a la capacité, lorsqu'elle est arrivée à un âge, très avancé, de enclencher une véritable, fontaine de jouvence intérieure puisqu'elle redevient à un état juvénile
et ceci si elle a pas de prédateur de façon infinie. C'est-à-dire que si elle n'est pas, dévorée par un animal, elle est un peu comme les elfes, de Tolkien, elle est immortelle. Donc il y a des plantes qui sont, par, autoclonage, qui sont immortelles. Donc dans le vivant, il y a des êtres qui sont immortels. Quand la vie a besoin, dans une niche écologique particulière, elle sait se rendre immortelle. Ça, c'est des choses qu'on aborde aussi dans le livre. Après, comment moi j'ai fait la passerelle à un moment entre la rétrocausalité et l'alchimie? C'est-à-dire que je me suis intéressé à l'alchimie sur une focale qui, à mon avis, sans, sans trop m'avancer, n'a jamais été abordée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est complémentaire des autres visions de l'alchimie, qu'elles soient opératives ou qu'elles soient symboliques ou spirituelles. C'est pas du tout une interprétation de l'alchimie qui vient en rupture ou en opposition. Bien au contraire, c'est une nouvelle facette, je pense, à cette espèce de rubis, si tu veux, qu'est l'alchimie. Et je me suis intéressé à l'alchimie sous forme de processus justement, de rétrocausalité. C'est-à-dire de voir que le processus alchimique doit être non seulement déployé dans le temps et donc conçu depuis le futur aussi et articulé par des boucles de rétroaction. Boucle de rétroaction qui est d'abord l'un des symboles principal de l'alchimie avec cet Ouroboros, ce serpent qui soit se mord la queue, donc se fait auto-émerger ou soit s'auto annihile. Mais bon, voilà, c'est extrêmement particulier puisque en fait, qu'est-ce qu'on a de l'alchimie? On a quelques textes, mais surtout on a des images, beaucoup d'images. Dans les livres, il y a toute une imagerie et c'est en analysant avec ce nouveau filtre un certain nombre d'images d'ailleurs qu'on a mis dans le livre, qu'on s'aperçoit que les alchimistes pour moi, créent non seulement des synchronicités, hein, dans le phénomène de ce qu'on appelle solve et coagula. Moi j'ai appris à créer des synchronicités avec mes participants à mes stages et tout ça et on s'aperçoit que souvent les éléments qu'on sélectionne au hasard coagulent, c'est-à-dire fusionnent pour créer en fait des micro-événements où les éléments se manifestent. Mais au-delà de ça, quand on regarde vraiment certaines images alchimiques, on se rend compte en fait que l'adepte de l'alchimie, en fait, pratique des relations entre lui-même sur différentes temporalités. C'est-à-dire qu'à un moment, on voit des images avec l'Ouroboros où, l'alchimiste depuis le futur communique avec son moi du passé. Et en fait, cette forme de communication entre 2 points du temps, notamment quand on crée régulièrement des synchronicités, bah, vous avancez, en fait, régulièrement sur le continuum du temps. Vous tissez, en fait, la ligne de vie en la bouclant et donc comme c'est conscientisé, beh, à chaque fois que vous faites une synchronicité, vous avez rendez-vous avec vous-même dans le futur et ça a une influence épigénétique. Ça vous protège vraisemblablement des maladies, de certains accidents de la vie et ça vous amène forcément au rendez-vous qui vous attend dans le futur. Donc moi, ce que j'émets comme hypothèse par rapport à l'alchimie, c'est que je pense qu'il y a des gens qui ont découvert ça, heu, dans l'Antiquité, au Moyen Âge, à la Renaissance, qui l'ont pratiqué et en simplement le pratiquant, en fait, ont réussi à agir sur des paramètres épigénétiques qui ont influencé depuis le futur des paramètres aléatoires génétiques, des voilà, des leviers, en fait, qui sont des leviers épigénétiques qui ont dû avoir une influence sur le corps et ces mécanismes épigénétiques, on les comprend aussi même dans le fonctionnement du vivant. On a plusieurs chapitres dans le livre où on parle comment, heu, la vie vraisemblablement fonctionne de façon quantique. On sait aujourd'hui, par exemple, que la photosynthèse, fonctionne avec le principe de superposition d'états en physique quantique, mais aussi qu'elle est rétrocausale. Hein, ça, on a réussi à développer ça dans le livre et donc il y a, la vie est informée par elle-même depuis le futur et Mmh. c'est ça, en fait, le secret de la vie. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que la vie, on cherche l'origine de la vie dans le passé lointain, mais en fait, pour moi, on ne peut la comprendre que dans une espèce d'émergence sous forme de boucle depuis le futur, en fait. Les futurs Mmh. qui se bouclent, en fait. C'est c'est aussi une nouvelle, façon de concevoir l'évolution, hein, avec l'idée quand même d'une finalité, d'une téléologie comme on disait autrefois. Les propositions d'un Teilhard de Chardin, de gens comme ça, hein, comme quoi l'évolution elle est orientée, elle est guidée et elle peut être guidée depuis un attracteur effectivement, comme le point oméga dans le cas de Teilhard, qui est un attracteur, voilà, qui guide l'évolution et qui est situé hors du temps et donc de ce point de vue-là, on peut dire qu'il est situé dans le futur. Justement, si on en vient à essayer de redéfinir la vie, on va dire, au-delà de son caractère biologique qu'on peut connaître, heu, comment ces révolutions-là nous font concevoir la réalité? Du coup, est-ce que la vie change complètement
de propriété? Est-ce que, voilà, on peut parler de trame d'information, de simulation presque? Il y a quelque chose d'un petit peu immatériel qui commence à pointer le bout de son nez, qui nous montre que peut-être que cet immatériel façonne le matériel et que du coup, on se trompe peut-être, sur l'histoire comme on l'a évoqué. Heu, Comment reconcevoir ou définir la vie dans ce contexte? Ouais, je veux bien commencer là-dessus parce que moi, en ce moment, je suis très influencé par mes lectures, de l'été, notamment 2 très bons numéros d'Inexploré avec, un bon dossier sur l'inconscient et l'autre sur l'animisme qui était excellent. Mais j'ai lu aussi plusieurs livres qui, convergent vers cette idée de relationnalité, de reliance, hein. Il y a ce concept de relationnalité, comme quoi tout est relié. On en a parlé aussi avec Romuald dans un autre livre. Et ça vient aussi bien des réflexions autour de la physique quantique, de la philosophie des sciences, que de l'anthropologie, et la psychologie. Et je suis assez frappé de voir que des domaines comme ça qui sont pas forcément au courant de ce qui se passe dans les autres domaines, en fait, vont vers cette même idée d'une relationnalité fondamentale de tout ce qui existe. Et c'est un concept qu'on a déjà dans plein de traditions, notamment dans le bouddhisme, hein, avec la notion d'impermanence, de vacuité, et cetera. Et ça, c'est fascinant parce que des anthropologues donc nous disent: «Effectivement, la vie, c'est quelque chose qui est complètement interconnecté et dans sa dimension visible et invisible, on est sous l'influence de tout un tas de champs d'informations et cetera et on est en permanence en train d'échanger, en fait, avec tout ce qui se trouve autour de nous en termes de particules, de champs, mais aussi d'influences, plus subtiles, hein, que nous, on intègre dans notre réflexion et qui relève là, de la spiritualité, de ce que fait la conscience. Mais il y a cette notion que rien n'a d'existence propre, rien n'a d'existence par lui-même, tout existe uniquement en relation. Et ça, c'est aussi présent dans les réflexions les plus récentes autour de la physique quantique justement et il y a c'est vraiment cette idée que les particules, les atomes, tout ce qui constitue la matière n'existe qu'en relation les uns avec les autres et en relation avec aussi, la conscience parce que cet acte d'observation, finalement, il est omniprésent, il revient sans cesse dans les réflexions. On ne peut pas faire l'économie de cette réflexion sur le rôle de la conscience dans ce domaine-là, mais en tout cas, tout apparaît comme ça, comme un immense réseau de relations et bien sûr, ça change notre relation, à la vie, mais au vivant, hein, et à la nature en particulier et là, c'est pareil chez les peuples racines, on s'aperçoit qu'il y a cette conception, des choses depuis l'origine et depuis toujours, quoi, hein et ils ont tous des mots pour dire ça et ils disent globalement tous la même chose, quoi, que tout est interrelié, que tout n'existe que par relation avec autre chose. Donc c'est une autre façon de se concevoir, en tant que vivant, déjà en tant qu'organisme, mais aussi en incluant la dimension, bien sûr, psychique et spirituelle. Ouais et dans le livre aussi, on parle justement de qu'est-ce que la vie? Il y a un chapitre carrément qui s'appelle «Qu'est-ce que la vie?» et on est revenu un peu sur les travaux anciens enfin anciens, qui ont quelques années, les années 80, mais de chercheurs super intéressants, dont Femberg et Shapiro, qui eux avaient imaginé en fait des formes de vie complètement informationnelles, des formes de vie qui n'étaient pas basées sur le carbone, mais sur d'autres éléments, en imaginant même des étoiles qui pourraient être, heu, conscientes, vivantes. Ça fait un peu référence au livre de Patrice Van Hersel. Hem En tout cas, nous, on a essayé de parler ça et puis moi, de mes expériences de terrain aussi en tant qu'ethnobotaniste, j'ai pas mal travaillé avec des Indiens sur le terrain pour essayer de comprendre comment les plantes communiquaient et on en est même venu à un moment à à avoir des notions qui se rapprochaient des fameux champs morphogénétiques de Sheldrake. On a aussi des formes de vie, on parle dans le bouquin de formes de vie musicales, hein, des formes de vie qui seraient musicales, qui seraient issues des plantes, ce seraient des musiques, mais en fait, ce seraient des formes de vie, en fait, à part entière. Donc, on est sur une vie qui est complètement dématérialisée, sans support physique, si ce n'est des ondes acoustiques ou des choses comme ça. Donc c'est quand même une vraie révolution aussi sur la perception, la notion qu'on peut avoir d'être vivant, qu'on a essayé de développer dans le livre, bien sûr. Petite pause dans notre exploration. Vous connaissez peut-être Inexploré pour son magazine ou ses podcasts comme celui du jour, mais Inexploré TV, c'est notre plateforme de streaming avec des milliers d'heures de programmes. Et justement, le 5 septembre 2025, on vous dévoile un nouveau documentaire qu'on a intitulé La sagesse interdite, les secrets des psychédéliques. Une création originale Inexploré TV avec une question sous-jacente essentielle. Et si la science, en validant les effets thérapeutiques du LSD ou de la psilocybine, oublier l'essentiel? On sait que ces substances
commence à être intégré dans les hôpitaux, pas en France, mais ici et là dans le monde, alors on s'interroge avec Inexploré TV et les interventions de Stéphane Alix, Yann Kounen, Jérémy Narby, Catherine Dufour, Dalila Spagnolo et Stéphane Schillinger, on s'interroge sur l'histoire et sur la dimension sacrée des psychédéliques. Quelle est l'histoire secrète des entéogènes? Peuvent-ils réenchanter notre lien au vivant et nous donner accès à cette autre réalité dont nous parlent Jocelyn et Romuald? Et d'ailleurs, l'impact thérapeutique des psychédéliques est-il directement lié à l'intégration d'une forme de spiritualité? Des questions et des réponses passionnantes à découvrir dans ce film qui n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres de ce que vous pouvez retrouver en vous abonnant à Inexploré TV. Sur notre site pour 9,90 € par mois, vous accédez à toute notre bibliothèque de documentaires, de podcasts en intégralité, avec des nouveaux contenus chaque semaine. Donc si vous sentez cet appel, si vous vous sentez en quête de sens, de vérité, de spiritualité, d'extraordinaire, rejoignez l'aventure, on vous attend sur inexploré.com. Et si vous préférez, vous avez même une offre sur notre chaîne YouTube avec nos 8 dernières créations originales seulement, mais à prix réduit, 4,99 € seulement. N'hésitez pas à aller voir, engagez-vous avec nous et on se retrouve pour la suite de ce podcast avec Romuald Le Terrier et Jocelyn Morisson.